Et on va bien sûr analyser cette actualité. C'est le premier gouvernement du quinquennat Macron. Équilibre politique, visage de cette nouvelle équipe, signaux envoyés et puis les conséquences sur le paysage. Nous allons analyser tous ces aspects avec nos invités ce soir. Alain Joyandet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Nous accompagne également Jean-Baptiste Lemoyne, bonsoir. Bonsoir. Sénateur de Lyon, alors Les Républicains, puisque depuis que vous avez rejoint Emmanuel Macron, il n'y a plus cette étiquette et vous avez été le premier parlementaire à LR à rejoindre le candidat aujourd'hui président. Nathalie Segonde, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Journaliste politique à l'Opinion. Et Mathias Léridon, bonsoir. Bonsoir. Président du cabinet de communication Tilder. Première question, avec un peu plus de recul ce soir, Alain Joyandet, on va bien sûr détailler tout à l'heure les différents aspects de cette équipe, de ce mécano gouvernemental. Quel est le signal qui est envoyé en priorité avec ce casting ? Le signal général est celui du renouvellement, personne ne peut le contester. C'est un signal plutôt positif. L'autre signal qui est moins positif, c'est le signal de la tentative d'accompagner une espèce de désintégration des partis politiques. Et ça, je pense que c'est dangereux. On a besoin des partis politiques traditionnels. Je ne conteste pas qu'il y ait une volonté de changement d'air, de changement d'époque. Mais à vouloir faire un parti unique de la gauche et de la droite et ne laisser que les extrêmes de chaque côté, vous savez, les deux morceaux de l'omelette, hein, je pense qu'il y a pour notre démocratie, pour notre pays, un réel danger. Imaginons, la situation est tellement grave, tellement difficile, imaginons que ce gouvernement échoue et qu'on donne le sentiment aux Français que c'est tous ensemble, la droite, la gauche, le centre, qui ont échoué. Quelle sera demain l'alternative ? Nous avons, nous les Républicains, je crois, une responsabilité particulière. C'est un moment pendant lequel il faut du courage, il faut résister à l'ère du temps. C'est pas si simple parce qu'on nous qualifie de ringards. Si évidemment, vous seriez le vieux monde. Si tout le monde n'accompagne pas ce grand mouvement virtuel de la fusion générale des partis politiques, nous sommes dans le vieux monde. Je ne pense pas que nous soyons dans le vieux monde. Je pense que nous avons une responsabilité en réserve de la République, avec des solutions gaullistes ou gaulliennes, comme on veut dire, dont on parlera sans doute. Nous avons une responsabilité, donc nous devons organiser une opposition certes constructive. Pas question d'attaquer les personnes, mais je pense que nous avons une vraie responsabilité d'opposition constructive dans ce moment pour rester une alternative crédible. Et puis j'ajoute juste pour terminer que cette campagne législative peut réserver des surprises et qu'autour de François Baroin, nous avons 577 candidats qui sont là, avec un vrai projet d'alternance qui, à l'origine, était le projet qui était attendu par les Français. On va en parler. Jean-Baptiste Lemoyne, même question générale, mais d'abord, une question, elle est plus personnelle, on vous l'a déjà posée, mais quand même, vous concernant du ralliement au gouvernement, on pensait que ça allait être presque automatique. Vous êtes quand même le premier parlementaire, les Républicains, à avoir cru et rejoint Emmanuel Macron. Peut-être qu'il y a de la déception, en tous les cas, de l'interrogation ce soir. Très heureux de voir qu'un certain nombre de mes collègues issus des Républicains aient rejoint l'analyse que j'ai faite il y a plusieurs mois déjà, effectivement, selon laquelle Emmanuel Macron était le bon candidat pour réconcilier la France, les Français. On le voit bien, une société qui se fissure, qui se fracture. Et donc, on a aujourd'hui un gouvernement resserré, très clairement, 22 ministres. Il tient la promesse de la parité, il tient la promesse de la société civile, qui est massivement présente, 11 ministres sur 22. Donc, effectivement, on s'inscrit différemment dans la dynamique, mais la dynamique, elle est là, et elle mérite d'être saluée. Vous utilisez le on impersonnel sur vous, oui, sur vous-même et votre parcours ? Mon parcours, écoutez, le courage que j'ai eu il y a 2 mois, je ne le regrette pas, parce qu'on a réussi à porter à la présidence de la République Emmanuel Macron. Et c'est une grande satisfaction parce que je pense qu'avec lui, on va effectivement tourner un certain nombre de pages, renouveler les visages et puis renouveler les pratiques. Parce que là, il y a un gouvernement qui est nommé. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on aille au résultat parce que j'ai rejoint Emmanuel Macron aussi sur la crédibilité de son projet. On voit bien que par rapport à ce que proposait François Fillon, mais voilà, c'est du passé, il y avait plus de réalisme, de crédibilité. Et maintenant, il faut aller au résultat. En matière de chômage, continuer à le faire baisser. En matière de croissance, faire en sorte que notre croissance soit plus forte, mais également en termes de sécurité. Et bref, les défis sont majeurs et le Parlement devra accompagner cela. Vous dites que les ennuis commencent. Non, c'est qu'on sent qu'il y a des attentes très fortes dans la société et que Emmanuel Macron a levé une espérance. Et donc maintenant, on doit être au rendez-vous des résultats.
Nathalie Segonde, parlez-nous de cette espérance. C'est ce qu'a dit Alain Joyandet tout à l'heure. C'est vrai qu'on dit qu'une certaine partie de la classe politique fait déjà partie de l'ancien monde et qu'il y aurait un nouveau monde qui est symbolisé aujourd'hui par une coexistence dans un même gouvernement de personnalités politiques de différents bords qui vont travailler ensemble. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu déjà ce basculement? J'ai l'impression effectivement qu'on n'est plus aujourd'hui, si on laisse les extrêmes de côté, on n'est plus dans un clivage droite-gauche, c'est le sentiment que j'ai depuis quelques jours, dans un clivage entre ceux qui croient à la recomposition politique, telle qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer de la faire advenir, et ceux qui n'y croient pas. Dans le camp de ceux qui n'y croient pas, on peut classer François Hollande, qui a eu des propos en quittant l'Élysée qui montrent clairement qu'il n'y croit pas. Et puis, dans le camp de ceux qui y croient, on a des Bruno Le Maire, on a tous ceux qui, à gauche et à droite, on a Manuel Valls, qui ne sont pas forcément en marche, mais qui rejoignent, qui disent on veut participer, on veut tenter cette expérience-là, on veut essayer. Et effectivement, le juge de paix, ça sera est-ce que ça marche ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'Emmanuel Macron réussit? Est-ce que sa politique donne des résultats? Là, le signal qu'il envoie aujourd'hui aux Français, c'est de leur dire, voyez, je vous ai dit qu'en prenant les meilleurs à droite, à gauche, au centre et dans la société civile, on peut y arriver. Donc, il prend les meilleurs, ils ne sont pas tous là, mais quelques-uns des meilleurs à droite, à gauche, au centre et dans la société civile. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, il faut les résultats. On va parler de ces différentes personnalités, mais je note que vous parlez de recomposition quand Alain Joyandet parle de désintégration. Mathias Léridon, entre les deux, quel terme faut-il choisir? C'est les deux en même temps peut-être, parce qu'en même temps... En même temps, c'est à la mode. Oui, non, mais je pense que de toute façon, l'annonce d'un gouvernement, c'est toujours plein de symboles. Alors, il y a des symboles, par exemple, dans les dénominations des ministères. La transition écologique et solidaire. Il y a des symboles, évidemment, dans l'équilibre entre la droite et la gauche et le centre. Moi, je crois que le symbole le plus important dans l'annonce de ce gouvernement, c'est qu'un certain nombre de professionnels de la société civile vont exercer leur activité dans des ministères. C'est le cas, par exemple, de l'ancienne DRH de Danone, Muriel Pénicaud, qui devient ministre du Travail. C'est le cas de Jean-Michel Blanquer, un directeur général de l'ESSEC, qui devient ministre de l'Éducation nationale. C'est le cas d'Agnès Buzyn, grande professeure de médecine, qui va devenir ministre de la Santé. Elisabeth Borne, qui vient de la RATP, qui va donc... Un des éléments, je trouve, majeurs dans l'annonce de ce gouvernement, c'est que pour la première fois, il y a évidemment le pari d'Emmanuel Macron de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre la société civile et la société politique. Mais la société civile qu'il a choisie et qui est représentée, ce sont de très grands professionnels, reconnus chacun dans leur univers pour leurs compétences, qui vont arriver dans des ministères. Ça pose une question, parce que ça a toujours été la question sous la Ve République. Est-ce que les personnalités de la société civile vont pouvoir faire fonctionner un ministère? Pardonnez-moi, ce n'est pas une nouvelle recette. Si on prend ce qui s'est passé dans des précédents gouvernements, et notamment sous Nicolas Sarkozy, il y a eu des personnalités de la société civile. Je ne sais pas s'ils étaient aussi compétents. En petite dose, il n'y avait pas autant. Quel était le résultat de cette recette à l'époque? Il y a un parti pris assumé. Dans toutes les personnes... Il y a un vrai réveil citoyen qui est incarné par En Marche. Dans toutes les personnes que vous venez de citer, il y a quand même assez peu de personnes de la société civile au sens où on peut l'entendre. Dans l'économie privée notamment, il y en a quelques-uns, très peu. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans les comment dire, à proximité du pouvoir. Quand on est président de la RATP et qu'on rentre au gouvernement, dire qu'on vient de la société civile, bon... Voilà, la RATP. Vous seriez allé plus loin encore. En tout cas, on est spécialisé. On est une spécialiste des transports, ça c'est sûr. Vous seriez allé plus loin encore. Quand on est DRH chez Danone et qu'on rentre au gouvernement, c'est vrai qu'on vient vraiment de la société civile. Mais quand on est dans les administrations, quand on est à la tête de tous les services qui existent en périphérie du gouvernement et qu'on franchit juste le petit Rubicon entre les deux, on ne peut pas dire que c'est une vraie représentation. Non, mais prenez un Jean-Michel Blanquer, effectivement, sur l'éducation, directeur de l'ESSEC, qui a une vraie vision, une Sophie Cluzel sur le handicap, très investie dans le monde associatif, qui là prend les commandes. Voilà, ce sont des signaux vraiment. Ce réveil citoyen, il est là. Enfin, maintenant, ce sont des personnalités. Il y a des personnalités qui ont rejoint le gouvernement, effectivement. On reste quand même beaucoup dans le gadget parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que M. Macron et le gouvernement vont faire pour sortir la France. Eh ben, on va en parler. Voilà, parce qu'il y a de très bons politiques qui ont très très bien réussi et qui sont des politiques professionnels. Et puis il y a des gens de la société civile qui ont aussi réussi en entrant au gouvernement. Tous les exemples ils sont dans la nature. C'est pas la question. Je pense que tout ça, c'est l'écume des choses, c'est la mode. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir la France de là où on est, 6 millions de chômeurs, et on nous dit qu'on va augmenter encore les impôts, y compris sur les retraités. Les difficultés commencent demain matin et après le bal de la nomination du gouvernement, il faudra regarder l'après-bal. Sur ce sujet, vous devriez être satisfait parce qu'on observe quand même que sur les sujets difficiles, les plus exposés, l'économie, Bercy et le régalien, il n'a mis que des politiques.
des politiques chevronnées, confirmées. Ouais, mais je ne suis pas Et très il met la satisfait de ça, société figurez-vous, civile, parce que si toutefois... C'est un hommage à... Non, parce que si toutefois le ministre de l'économie échoue, je ne voudrais pas qu'on dise que ce sont les Républicains qui ont échoué, voyez-vous. Donc je rappelle quand même une chose, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. On n'est pas dans un gouvernement d'union nationale. On n'est pas dans un gouvernement au programme commun. Monsieur Macron n'a pas consulté les Républicains, n'a pas consulté le Parti socialiste. C'est le programme de Monsieur Macron. Attention, c'est le programme de Monsieur Macron. Et les ralliés sont des ralliés individuels. C'est pas comme s'il avait dit, on se met tous ensemble autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait pour la France? On aurait apporté notre contribution. S'il avait modifié son projet et qu'il y ait des gens de chez nous qui gouvernent avec lui, on pourrait dire, OK, on est caution de la réussite. Mais là, on n'est pas du tout caution de l'échec ou de la réussite. Moi, je souhaite la réussite pour mon pays. Mais ce n'est pas parce qu'on a deux personnes, des Républicains qui vont au gouvernement. Si demain, le gouvernement échoue, ce n'est pas les Républicains qui auront échoué. C'est le danger auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il y a un danger pour tout le monde, et y compris pour la démocratie. Pour rebondir, parce que vous évoquiez les personnalités sous forme de gadgets pour Alain Joyandet, mais ce que je veux préciser, c'est qu'effectivement, les personnalités qui rejoignent, elles rejoignent non pas sur la base de leurs engagements passés. C'est pas Nicolas Hulot qui vient mettre en œuvre le programme de la Fondation Hulot, c'est pas Bruno Le Maire qui va mettre en œuvre le programme de la primaire de Bruno Le Maire, c'est que toutes et tous sont là pour mettre en œuvre le projet que les Français ont plébiscité en plaçant Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, et c'est autour de ce projet-là que vont s'articuler les choses. Et donc, par exemple, en matière de transition écologique, qu'on mette en œuvre effectivement la COP21, parfait, mais il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce que le projet d'Emmanuel Macron a prévu. Le projet, parlons-en, parce qu'il y a quand même un signal important, c'est celui de la politique économique qui va être menée sous la houlette du ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il appartenait il y a encore quelques heures à votre parti, et puis c'était le vôtre aussi de parti il y a encore quelques semaines. C'est clairement un signal sur la tonalité qui est donnée à la politique économique, Alain Joyandet. Je voudrais dire à Jean-Baptiste Lemoyne, que je retrouve en vrai militant de En Marche, après avoir beaucoup milité avec moi aux Républicains. Mais parce qu'en fait... C'est un concept intellectuel quitter son parti intéressant ne veut à pas dire analyser. quitter ses idées. Mais je voudrais juste parce que juste nos te dire idées une chose. se retrouvent dans le projet d'Emmanuel Macron, cher Alain. Je ne t'ai pas interrompu. Beaucoup de choses. Je voudrais juste te dire une chose, c'est quand tu dis, il faut faire quand même attention à ce qu'on dit. C'est quand on lève le programme et qu'on dit les Français ont plébiscité le programme. Non, M. Macron a fait 24% au premier tour. Je le rappelle, les autres derrière lui, c'était 3 à 20%, 19 ou 18. Il n'y a pas de plébiscite dans cette élection. C'est une erreur de dire cela. Et au deuxième tour, le score, le deuxième tour, mais bien sûr, mais il n'y a pas de plébiscite, c'est bien toute la difficulté de l'exercice. En tous les cas, il n'y a pas eu d'adhésion sur le projet porté par LR. Il y en a eu un petit peu moins, c'est vrai, mais on était à 20 et l'autre était à 24. Et c'est intéressant ce débat que vous avez tous les deux hommes de droite, vous êtes encore un homme de droite. Tout à fait. Le deuxième tour, c'est le rejet des extrêmes qui a fait le score de M. Macron. On va continuer à décliner. C'est pour ça qu'il aurait dû changer un petit peu son programme. Alain Joyandet, on va continuer à décliner ce casting gouvernemental. Vous allez continuer à réagir. On va revenir quand même sur cette journée. Le nouveau visage du gouvernement 1. Est-il transitoire? Est-il provisoire avant la bataille des législatives? On va en parler. Les détails avec Mounir Soussi. Un gouvernement de rassemblement où plusieurs galaxies vont quand même devoir cohabiter. Avec d'un côté le premier cercle des fidèles d'Emmanuel Macron récompensés pour leur engagement. Gérard Collomb devient un des piliers du gouvernement en rejoignant le ministère de l'Intérieur. Richard Ferrand sera chargé de la cohésion des territoires et Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement. Les ralliés de la première heure sont aussi bien représentés, notamment les centristes. François Bayrou obtient le ministère de la Justice, Sylvie Goulard les armées et Marielle de Sarnez les affaires européennes. Jean-Yves Le Drian passe de la défense aux affaires étrangères et le radical de gauche Jacques Mézard s'installe à l'agriculture à la surprise générale. Aux côtés de ces figures du macronisme, des hommes de droite rejoignent l'équipe d'Édouard Philippe. Un duo issu des LR va piloter la politique économique. Bruno Le Maire va s'installer à Bercy, accompagné de Gérald Darmanin qui gérera les comptes publics. La promesse de parité est tenue avec 11 hommes et 11 femmes et de nombreux nouveaux visages pour le monde politique. La championne d'escrime Laura Flessel est nommée ministre des Sports, l'éditrice Françoise Nyssen rejoint la rue de Valois à la culture et l'entrepreneur Mounir Majoubi obtient le portefeuille du numérique. Preuve du pouvoir de persuasion du nouvel exécutif, Nicolas Hulot rejoint enfin un gouvernement au ministère de l'écologie, lui qui avait dit non à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Mathias Léredon, est-ce qu'il faut que les Français retiennent d'ores et déjà tous ces noms qui pour certains sont nouveaux pour eux, pour nous, ou est-ce que déjà il va y avoir peut-être une autre page qui va se tourner les 11 et 18 juin prochains avec une nouvelle équipe qui va venir et donc cela sera en partie balayé? C'est une vraie question, mais d'ailleurs le débat qu'il y avait entre nos deux sénateurs, c'est en fait le vrai débat, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, il a été élu dans un schéma politique qui est un peu anormal dans la Ve République. La réalité, c'est que la vraie question de vérité, elle va être au moment des législatives. Et au moment des législatives, les Français ils vont choisir entre la communication gadget d'Alain Joyandet, est-ce que tout ça c'est finalement un Emmanuel Macron sympathique, propre sur lui, mais finalement un engouement sur un accident de l'histoire politique, ou est-ce qu'effectivement il y a un vrai mouvement qui aujourd'hui est porté par les Français? On n'aura pas la réponse avant le second tour des législatives. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, ce qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est que pour l'instant, il n'a jamais été pris en défaut de ce qu'il avait annoncé, de ce qu'il ferait. Il avait dit qu'il ferait un gouvernement resserré, dans lequel il y aurait la moitié pour la société civile, avec de grandes figures de la société civile, beaucoup plus que dans les gouvernements précédents qui ont tenté ce genre d'exercice. Il y a des vrais politiques qui sont des vrais vieux routiers chevronnés de la politique et qui détiennent les portefeuilles ministériels les plus régaliens. Et il y a un équilibre des forces. Alors, ce qui est vrai, c'est que là où il n'a pas gagné, Emmanuel Macron, parce que c'était la grande inquiétude des derniers jours, il n'a pas réussi à faire exploser les Républicains. On s'attendait à ce qu'il y ait 2-3 grands poids lourds. Voilà. Donc les Républicains sont toujours debout face aux législatives. Ça sera difficile de choisir entre qui a raison sur est-ce qu'on est dans le gadget et l'anomalie politique ou la réalité. Mais si Emmanuel Macron et si le mouvement En Marche a une majorité à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on est à la veille d'un bouleversement total de la relation qu'ont les Français avec les élus, qu'ils soient d'avant ou qu'ils soient d'après. Donc Nathalie Segonde, l'heure de vérité, vraiment l'heure de la vraie clarification, au-delà de ces ralliements pour certains, débauchages pour d'autres, ça dépend comment on appelle ces arrivées de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin dont on va parler, mais l'heure de clarification, c'est en juin, réellement. Bien sûr, et là en fait, Emmanuel Macron, il s'adresse aux électeurs. Il sème le trouble chez les électeurs de droite. Voir pour un électeur de droite Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à la tête de la politique économique du pays, que fait l'électeur de droite plutôt modéré, un peu jupéiste, etc. Et pourquoi il ne voterait pas finalement pour le candidat En Marche? Il instille le doute, il instille le trouble. Pareil pour les écologistes, qui sont évidemment bien moins nombreux. Mais Nicolas Hulot à l'écologie, c'est pourquoi ne pas voter En Marche aux législatives? C'est aux électeurs qui s'adressent, c'est pas au parti. Il ne fait pas exploser LR. C'est un choix de très fin tacticien politique, en tous les cas. Il passe à chaque fois, il l'a déjà fait dans la présidentielle, il continue aux législatives. Vous disiez tout à l'heure, je reprends ce terme, que le président instille le trouble. Je pense qu'il n'y a rien de pire quand on fait un choix démocratique que d'être dans le trouble. Prendre un exemple concret. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de risques pour le deuxième tour, par exemple pour les Républicains. Ce que vous dites est vrai. La vérité va être le 11 et le 18 juin. Il peut y avoir une fusée à 2 étages. C'est-à-dire qu'un certain nombre de parlementaires qui ont l'investiture des Républicains continuent à faire campagne pour les Républicains et puis au lendemain des élections législatives rejoignent une majorité parlementaire qui ne soit pas celle des Républicains. Je pense que c'est important. Ce qui serait un gros trouble. Non, mais bien sûr. Mais vous pensez bien que je ne l'écarte pas. Et donc je pense que ce sera, et je le souhaite, j'espère, très très minoritaire. Mais je dis quand même à nos électeurs, demandez à votre candidat député avant les élections, demandez-lui qu'il vous dise après les élections dans quel groupe il va siéger. Est-ce qu'il va siéger dans le groupe des Républicains? Parce qu'un électeur républicain qui veut le programme des Républicains, qui vote pour un député républicain et qui apprendra après le deuxième tour que celui pour qui il n'a pas voté n'est plus dans le groupe des Républicains, je pense que nos électeurs sont en droit d'exiger la transparence. Ce programme des Républicains, vous l'avez quand même beaucoup, vous l'avez amodié, vous l'avez édulcoré. Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse? Parce qu'il ressemble, honnêtement, quand on le lit en détail, ce que j'ai fait tout au long de cet après-midi. Non, parce que nous, on ne propose pas d'augmentation de la CSG, par exemple, qui va toucher les retraités qui vont gagner 2 200 € par mois. Pour le reste, vous êtes un petit peu recentré, c'est une réalité. Mais quand on a un échec électoral, il faut quand même en tenir compte. Et donc, il faut prendre certaines dispositions, regarder ce qui va pas. Mais notre projet autour de François Baroin, le projet des Républicains, n'a, sur un grand nombre de points,
pas grand-chose à voir avec celui de M. Macron. Jean-Baptiste Par rapport à l'évolution des Républicains, est-ce que cette famille politique va tenir le choc ou pas? Moi, j'ai été de ceux qui, en 2002, comme Alain Joyandet, avons participé à la création de l'UMP. Je venais de la famille libérale. Bon, ce que je constate, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Pendant 15 ans, effectivement, l'UMP, devenue LR, a vécu. Mais depuis, en fait, 7-8 ans, le processus de désagrégation, il est en cours. Parce qu'en 2002, ça allait de Philippe Douste-Blazy. Bien avant Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Non, mais il allait, voilà, en 2002, ça allait de Douste-Blazy centriste à Dupont-Aignan souverainiste. Et nous arrivions à cohabiter, à être d'accord sur l'essentiel. Et petit à petit, les uns et les autres, eh bien, sont partis. Faute de débats qui véritablement étaient animés au sein du parti. Et moi-même, en 2014, j'ai été élu au Sénat contre les Républicains. Parce que cette famille politique ne voulait pas avoir de nouveaux visages, parce qu'il y avait un entre-soi où on reconduisait des personnes qui étaient les sortants mécaniquement. Et depuis 2014, donc, vous vous y sentiez bien quand même jusqu'en 2017. J'ai toujours eu cette liberté de parole et de pensée qui m'a amené effectivement à soutenir Emmanuel Macron, parce que lui-même a fait finalement cette même expérience un peu amère avec les partis existants, et donc on veut créer quelque chose de effectivement nouveau qui participe vraiment d'un réveil de la base. On recompose tous les 10 ans. Et aujourd'hui, c'est autour d'En Marche. Voilà. 2002, c'était une belle recomposition. Et aujourd'hui, on refait une recomposition. Mais je pense quand même que dans la durée, les grandes idées, les grands piliers, parce que vous savez, la Ve République a besoin de débat. Elle a besoin qu'il y ait des grands piliers de la vie démocratique. Ah mais ça, Alain la gauche Joyandet, restera à la gauche, c'est une question qui reste pour l'instant totalement en suspens, parce que on comprend très bien la stratégie que vous avez, qui est de dire finalement il faut brutaliser le choix des électeurs. Est-ce que vous êtes pour le projet républicain ou est-ce que vous n'êtes pas pour le projet républicain? Je suis pas brutal. La réalité, si, moi je suis un gaulliste social. C'est une sorte de brutalisation du choix des électeurs. Je ne veux pas qu'on mette la CSG sur les petits retraités de 2200 €, donc c'est pas moi qui vais brutaliser les retraités. Il y a deux choses qui sont très importantes. La réalité, c'est quel que soit ce qu'on pense de l'élection même d'Emmanuel Macron, la réalité, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a émergé en 12 mois. C'est quelqu'un qui n'était pas connu. Et la réalité, c'est que Emmanuel Macron, qu'il ait fait 19 ou 23, peu importe. La réalité, c'est qu'un homme politique qui n'existait pas il y a 3 ans a émergé en 12 mois sur quelque part une déception de l'ensemble des Français face à la communication ou au projet politique de droite comme de gauche. Ça, c'est le constat. La réalité, c'est qu'en fait, est-ce que les électeurs aujourd'hui, dans la relation qu'ils ont avec leurs élus, est un choix dans lequel on choisit un parti ou est-ce qu'on choisit une certaine vision de la France? C'est une question qu'on ne peut pas trancher, puisqu'en fait, elle ne sera tranchée que par les électeurs au deuxième tour des élections législatives. La seule chose, c'est que le discours, lorsqu'on a un président qui a 39 ans, le discours sur la France, il change, ne serait-ce que parce que générationnellement, il change. Et du coup, ça donne un coup de vieux à tous les vieux discours partisans qui existaient auparavant. Les gens expérimentés, il y en a dans le gouvernement quand même. Hein. Oui, mais la vision du président, mais en France, on est toujours un peu orphelin de la royauté. C'est-à-dire que le président, il est le symbole de la France. Moi, j'étais ces 3 derniers jours à l'étranger. La première chose que vous disent tous les étrangers, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est formidable, vous avez élu Kennedy en France. Oui, bien sûr. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Là où vous avez raison. Et d'ailleurs, sur la fin de votre propos, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'État, pour l'étranger, quelque chose qui est quand même mieux que si c'était Marine Le Pen. On est bien d'accord là-dessus. Mais sur la question d'avant, et des législatives, moi j'aurais préféré, pour qu'on n'ait pas justement ce brouillard, que le rapprochement et la recomposition se fassent après le deuxième tour des élections législatives et pas avant. Parce que là, on jette vraiment une espèce de trouble qui va poser un problème sur l'élection législative. Moi, je n'étais pas du tout hostile, compte tenu de l'état du pays, à ce qu'on laisse se dérouler les élections législatives et en fonction des rapports de force des uns et des autres, qu'on fasse comme les Allemands, une grande coalition, une petite coalition en fonction des besoins. Mais là, on a une espèce de débauchage individuel avant les 2 tours des élections législatives qui sème ce trouble qui n'est pas bon, me semble-t-il. Et le trouble, il va assez loin, évidemment. Il touche la gauche, les socialistes. On va écouter quand même, c'est frappant, parce que Michel Sapin, lors de la passation des pouvoirs cet après-midi, en se posant la question s'il s'agissait d'une rupture ou bien d'une continuité. On l'écoute. Quelle est la part, dans cette alternance un peu particulière, de la rupture et la part de la continuité? Nous le verrons, nous le saurons. Et si j'avais quelque chose à souhaiter, c'est que vous continuiez tout ce qu'il y avait de bon, et beaucoup de choses étaient bonnes, et que vous corrigiez ce qu'il pouvait y avoir de mauvais, s'il y avait du mauvais. Mais surtout, parce que je pense que c'est ça la tâche fondamentale d'un homme et d'un homme d'État comme tu l'es, c'est d'innover, de réformer,
de lancer des tâches nouvelles. Nathalie Segonde, c'est une vraie question qui est posée avec un petit peu d'ironie de la part de Michel Sapin. Oui, c'est vrai que dans la forme, cet après-midi, honnêtement, on avait l'impression d'une continuité. Complètement. Ça se passait tellement bien entre les uns et les autres qu'on avait l'impression de la avec même des famille entrants politique. qui remerciaient les sortants pour leur bilan. Oui. Dimanche, le discours quand même d'Emmanuel Macron, le discours d'investiture, c'est quand même un discours qui essaie de marquer une rupture. C'est-à-dire, bon, maintenant, on va se mettre au travail, et vous, les élites, vous, les corps constitués, j'ai besoin de vous, et j'ai besoin qu'on finisse avec les vieilles habitudes, les corporatismes, etc. Et j'ai besoin que tout le monde s'y mette. Et c'était un discours... honnêtement, par rapport à son prédécesseur François Hollande, c'était quand même pas la même tonalité. Il y a un volontarisme, il y a une volonté de réformer et il y a une volonté de mettre tout le monde au travail et de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Ce type de discours, on l'avait pas entendu depuis très longtemps. Je pense qu'il veut... Alors, il faut attendre, il faut voir dans les actes, mais je pense qu'il y a une volonté quand même d'assumer une forme de rupture. Mais pour l'instant, effectivement, aujourd'hui, elle ne s'est pas vue. Elle ira. Alain Joyandet, est-ce qu'il y a quand même dans ce gouvernement des signaux rassurants, que vous estimez rassurants? On peut citer Gérard Collomb à l'intérieur, on peut citer... Bruno Le Maire fait quand même partie, donc il y a quand même des qualités que vous lui reconnaissiez quand il était dans votre parti, donc j'imagine que vous le reconnaissez toujours aujourd'hui, même s'il s'est mis en marge et en marche. Et puis il y a Jean-Yves Le Drian, quand même, il y a des poids lourds à des postes clés. On a beaucoup parlé de renouvellement, de jeunesse, de société civile, mais les postes régaliens les plus lourds, où il y a besoin de surface politique, ils sont, j'allais dire, bien encadrés. Moi, il ne m'appartient pas de porter des jugements sur les personnes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est par exemple de savoir ce que le nouveau ministre de l'Intérieur va faire pour la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait avec les fichiers Embaucher 10 000 S gendarmes les fichiers S, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met hors d'état de nuire ou pas? Le ministère des Affaires sociales, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il maintient la proposition de M. Macron de taxer avec la CSG, y compris les Français les plus faibles, j'allais dire, etc., etc. Donc sur l'économie, est-ce que Bruno Le Maire applique les propositions du programme Macron, ou est-ce qu'il essaye, de par son poste, de faire entrer les propositions des Républicains? C'est tout ça que j'attends de voir dans les jours à venir. Oui. Et d'ailleurs, le ministre sortant a posé les mêmes questions. Il a dit, est-ce que vous allez être en position de rupture ou en position de continuité? Donc je pense qu'effectivement, après ce casting... Il faut bien dire qu'il faut être quand même honnête et objectif. Je trouve que l'équipe a été constituée avec un certain nombre de points forts, des ouvertures. Je ne suis pas en train de dire que tout ça n'est pas bien. Je dis juste que franchement, après cette fête qui dure depuis plusieurs jours, qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour les Français dans les semaines à venir? Et je ne veux pas être associé éventuellement à la défaite parce que 2 d'entre nous ont décidé de participer à ce gouvernement. Notre devoir, c'est d'être responsable, d'être courageux, d'être dans une opposition, soit dans une opposition constructive parce qu'on va perdre les législatives, soit d'apporter l'alternance que les Français attendaient. Un élément important dans l'argumentaire d'Alain Joyandet, Jean-Baptiste, moi je voudrais vraiment vous faire réagir là-dessus, c'est l'opposition. Dans un pays comme le nôtre, il faut qu'il y ait une opposition constructive et solide, etc. Et pour certains, je suppose pour vous, vous ne souhaitez pas qu'elle soit aux extrêmes, cette opposition. Dans ce cas-là, est-ce que vous ne participez pas à affaiblir l'opposition qui est face à vous? Oui, mais il y a un moment, il faut aussi que l'opposition fasse un travail sur elle-même. Encore une fois, on a vu le processus de décomposition vous dit, non, des Républicains, et on voit bien qu'aujourd'hui, C'est les Républicains est devenu une famille politique un peu rabougrie, rikiki, et sur une ligne qui fédère, non mais qui ne fédère plus autant, qui ne fédère plus. C'est pas le métro à 18h. Il faut pas jeter comme ça. Donc c'est un problème. Il faut pas jeter comme ça une famille politique à laquelle on a appartenu. Il faut rester juste tout petit peu sympa, quoi. Alain Joyandet, par rapport à ce que fut le RPR ou l'UDF, aujourd'hui, je rappelle juste qu'au premier tour des présidentielles, le Parti Socialiste a fait 7%. Voilà. Le Parti Socialiste a fait 7%. Parlons là de formation rabougrie. Pour des républicains comme nous, notre parti a fait 20%. Donc restons quand même un peu modérés. Oui, mais il était donné à 30 il y a quelques semaines. Il ne faut pas exagérer. On sait bien qu'il y a eu les affaires qui ont empêché François Fillon de gagner cette élection. L'idée de dire... Mais bien sûr. On ne renouvelle pas la campagne. Les 500
500 000 fonctionnaires, Allez. tout ça, c'était pas Oh, je crédible. réagis, mais voilà. je réagis parce que quand on est de la même Hein famille, bon, Alors, restons quelles un peu conséquences Il nous raisonnés. annonce qu'il rejoint En Marche. Il dit qu'on est de la même famille. Il me semble pas, d'après ce que j'ai écouté depuis tout à Il va l'heure. se mettre en marche bientôt, je Quelles sens, monsieur conséquences Joyandet. ensemble au régional en Bourgogne, on va pas dire que tout ce qu'on a fait ensemble était mal, Mais ni bien, dans notre tu vas famille voir. Bien, politique. on est accueillant et tout Bien va bien sûr. se passer. J'ai été démarché, hein. J'ai pas été le dernier à être démarché. Et ce qu'on veut, c'est justement concilier l'efficacité Mais chacun économique, choisit. libérer les Bien énergies, sûr, ça on le protéger. verra à l'épreuve Voilà. des faits. Mais je reste sur les conséquences à droite. Mathias Léridon, on va écouter là dans quelques instants Gérald Darmanin, qui était très ému aujourd'hui lors de la passation des pouvoirs. Et vous nous direz si vraiment il semble qu'il n'y ait pas d'hémorragie à droite. C'est vrai que les coups portés à la coque du bateau Les Républicains sont importantes, mais que les fuites ne se transforment pas en fractures pour le moment. On écoute d'abord Gérald Darmanin. Je trouve que la République est belle. Petit-fils de tirailleurs algériens, petit-fils de mineurs maltais, fils d'une femme de ménage, encore aujourd'hui femme de ménage à la Banque de France, ça ne manque pas d'ironie, cher Michel. Je trouve que la République est belle. Mathias Léridon, il y a une sincérité réelle et on la ressent. Et puis il y a l'équation politique. Bruno Le Maire, son mouvement et son courant, il est lemériste. Je ne veux pas le réduire à ce que... C'est vraiment ça, si on rappelle son score au primaire. Et Gérald Darmanin, sarkozyste. Pas de nouveaux JPistes qui sont rentrés d'ailleurs dans le sillage d'Édouard Philippe. Il nous manquait que Jean-Baptiste Enfin, il y a- Lemoyne. Probablement il y a que c'est un quand même calcul. JPiste à Matignon. Oui, oui, mais on attendait d'autres JPistes. Ils ne sont pas rentrés. On Malgré attendait tout, Jean-Baptiste Lemoyne pour qu'il y ait un attendez, JPiste. est-ce que l'hémorragie, pour le moment, est un peu contenue? Mais moi, je pense qu'il y a eu un tel tremblement de terre, une telle claque pour les deux grands partis qui structuraient la Ve République pour l'élection présidentielle, que la réalité, évidemment qu'il va y avoir une opposition qui va se reconstituer. On ne peut pas demander à l'opposition de se reconstituer 3 jours après un tremblement de terre politique qui fait que Emmanuel Macron a été élu président de la République. Donc la réalité, c'est est-ce que cette recomposition politique, cette opposition va se faire autour des Républicains? Est-ce qu'il va y avoir à gauche, à partir des cendres du Parti socialiste, quelque chose qui va se reconstituer? C'est une vraie question. Mais de toute façon, ça prendra beaucoup de temps. On est à l'heure de l'information continue et de la pression de l'actualité. Mais la réalité, c'est lorsque on a un tremblement de terre politique comme l'élection d'Emmanuel Macron, l'opposition, elle va mettre un certain temps à se reconstituer. Les choses sont quand même en train d'évoluer très vite. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, députés, sénateurs qui ont signé cet appel à la main tendue. Donc effectivement, j'avais lancé le bal il y a plus de 2 mois, mais là aujourd'hui, on est à plusieurs centaines d'élus qui constituent véritablement l'ossature du mouvement. Et je peux vous dire, et donc en réalité, ce mouvement, il est bel et bien enclenché. Et il est inéluctable. J'ai Et une donc en question fait, il y aura concrète, oui. forcément une recomposition après législative, avec vraisemblablement la création de groupes parlementaires, de gens issus des Républicains qui voudront travailler avec la majorité En Marche, parce que je n'ai aucun doute que les Français ne voudront pas la paralysie du pays et vont donner une majorité au président de la République et au Premier ministre. Et donc en réalité, on n'en est là qu'aux prémices. Comment et donc, on fait, il y aura des Jean-Baptiste, groupes, effectivement, issus des LR Jean-Baptiste, comment on qui fait? travailleront Moi, je avec veux qu'on m'explique. gouvernement. On parle d'exemplarité en politique, on parle de morale, d'éthique, de loi sur la morale politique. Je veux qu'on m'explique comment des gens font pour venir devant la Commission nationale d'investiture des Républicains, quasiment accroupis, pour avoir l'investiture de ce parti dont tu estimes qu'il est devenu rien. Bon. Sauf qu'on se bat pour avoir l'investiture des Républicains, et on pourrait aller devant les électeurs avec l'investiture des Républicains. Attends, je termine. Et puis dire 2 semaines après, écoutez, je suis désolé les amis, mais vous m'avez élu avec l'investiture des Républicains. Finalement, j'ai décidé de rejoindre un autre groupe parlementaire pour m'opposer aux Républicains. Si c'est ça la morale politique, mais bien sûr que si. Pour la France. Mais bien sûr que si. Faut pas toujours être Mais contre. bien sûr que faut si. être positif dans la vie. Mais c'est ça la vérité. Apporter sa pierre à D'ailleurs, l'édifice. dans nos circonscriptions, on commence à le voir. Comment va faire Bruno Le Maire? Comment va faire Gérald Darmanin, qui vont aller soutenir des candidats aux élections législatives contre ceux qu'ils ont eux-mêmes investis Voir avec les d'ailleurs Républicains. Édouard Philippe. Nathalie Segonde, C'est quand même un vrai sujet. C'est une vraie question parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des candidats LR qui sont partout, les 577 candidats qui vont se battre sur le terrain. Est-ce qu'ils vont voir ces ministres aujourd'hui ex-LR venir sur le terrain soutenir d'autres candidats? Je ne sais pas s'ils vont faire des meetings, mais est-ce que c'est une possibilité d'avoir...
Cette situation inédite. Je crois comprendre. Alors c'est un peu compliqué à savoir parce qu'il y a eu des bruits différents aujourd'hui, mais enfin quand même le Premier ministre, c'est celui qui conduit la campagne des législatives, donc il va s'impliquer forcément dans la campagne des législatives, donc forcément, enfin je n'imagine pas qu'il aille soutenir des candidats LR, donc il va aller forcément soutenir des candidats En Marche face aux candidats LR. C'est comme ça. Enfin, alors je ne sais pas comment il retombera sur ses pieds, comment il expliquera. C'est effectivement, pour moi, assez compliqué à imaginer. Sauf qu'il y a 55 circonscriptions. Oui, où il n'y a pas. Où il y a des gens qui sont plutôt favoris et qui sont plutôt issus des Républicains, en face desquels on ne met pas de candidat En Marche. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être intelligent. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'on fasse les accords après le deuxième tour des législatives et qu'on les fasse globalement entre le président de la République et les forces politiques de la nation. Là, ça aurait été vraiment très clair. Mais là, on va avoir une espèce de détournement de vote, parce que ça revient à ça. Parce que l'électeur qui votera pour un député républicain et qui s'apercevra après qu'il n'est pas dans le groupe des Républicains, quel sentiment il aura? Est-ce qu'on est dans la transparence? Est-ce qu'on est dans la clarté? Est-ce que c'est ça la rénovation de la vie publique? Non, mais au-delà de ça, parce que ça, c'est après le deuxième tour des législatives. Il y a une vraie équation de communication politique tout à fait nouvelle. C'est qui va conduire de façon très forte une campagne législative qui va durer 4 semaines. Parce que au sein du mouvement En Marche, il n'y a pas beaucoup de poids lourds politiques qui ont l'habitude de faire des campagnes législatives. Chez les Républicains, Parti Socialiste. Alors, c'est le chef du gouvernement. C'est lui. Enfin, il n'a pas encore beaucoup de poids lourds politiques qui ont l'habitude d'aller sur le terrain, de soutenir des candidats qui, en plus, pour la plupart d'entre eux, ont un problème de notoriété. Et vous entendez ce que vous dit Jean-Baptiste Lemoyne? Il pense que l'étiquette La République En Marche, REM, va suffire, qu'elle va avoir un pouvoir d'attraction. Mais l'adhésion Si c'est le cas, c'est parfait. En tout cas, ça voudrait dire que le mécanisme de la Ve République fonctionne, c'est-à-dire qu'on a un président de la République, on a des élections législatives après, et au final, on donne au président de la République une nouvelle majorité. Mais comme l'élection d'Emmanuel Macron se fait dans une certaine anormalité politique, les choses restent encore ouvertes. La réalité, c'est qu'on aura la réponse entre ces débats, qui sont des débats très intéressants. Est-ce qu'on va avoir une recomposition politique qui ressemblera à avant l'élection d'Emmanuel Macron, ou est-ce que finalement les Français, il y a un grand mouvement de régénération, de transformation générationnelle, et auquel cas, eh bien, il faudra que l'opposition trouve d'autres manières de s'opposer. J'ai l'impression que vous tenez en fait la discussion que vous n'aurez peut-être pas tenue dans un bureau politique Les Républicains, entre quelqu'un qui a rejoint En Marche et quelqu'un qui a encore, évidemment, toujours chez Les Républicains, non? Parce que le problème, c'est y a-t-il encore discussion au sein du bureau politique? Est-ce qu'il y a ce genre de discussion que vous tenez ici ce soir? Juste la conclusion par rapport à ce que vous venez de dire, qui est très important pour moi, et qui devrait nous faire nous interroger sur nos institutions. Parce que est-ce qu'il est normal encore aujourd'hui qu'après une élection au suffrage universel d'un président de la République tellement mal élu, parce qu'un premier tour très bas et un deuxième tour rejet du Front National, que derrière on est obligé de bouleverser le paysage politique avec les partis traditionnels pour constituer une majorité? Si les candidats d'En Marche gagnent la majorité absolue, très bien, CQFD, bravo l'artiste, chapeau l'artiste, et il aura réussi totalement son pari. Si ça n'est pas le cas, je pense que ça doit nous obliger à réfléchir, c'est un gaulliste qui vous le dit, sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Parce que élire un président au suffrage universel et derrière ne pas avoir de majorité, ça pose une véritable question pour la démocratie et pour l'avenir de notre pays. C'est pas chapeau l'artiste, parce qu'on n'est pas là dans les tours de magie, c'est chapeau l'artisan. Emmanuel Macron, il a lancé cette formidable entreprise, effectivement, d'En Marche, il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, il s'est défini comme un centimier. D'ailleurs, il a été chercher les voix une à une. Et aujourd'hui, voilà, on continue à reconstruire quelque chose, à reconstruire une vie démocratique, effectivement, différemment. Et donc, on appelle effectivement les Français à confirmer leur choix en juin. Il y a deux logiques qui se posent ici. On va conclure, Nathalie Segonde. Non, juste, vous avez parlé de gaullisme. Moi, je ne comprends pas la logique qui voudrait qu'un parti qui se dit gaulliste aspire à cohabiter. Je dis ça parce que c'est le général de Gaulle qui a mis en place l'élection au suffrage universel du président de la République. Avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Mais il parle de plus en plus de coexistence plutôt que de cohabitation. Oui. Alors, il y a des nuances maintenant. Mais enfin, c'est totalement contraire. Et nous verrons tout cela. Ce sera bientôt, les 11 et 18 juin. On aura encore beaucoup d'actualités et le plaisir de vous recevoir pour des débats, des analyses. Merci beaucoup.